Bonjour à toutes et à tous, c'est Valil. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo sur l'oracle des sorcières littéraires. Donc j'entame en fait une nouvelle série thématique, comme je crois que j'en avais bien parlé sur la chaîne. Je cherche à dépasser en fait le cadre d'une review pour proposer plutôt des réflexions et des analyses sur les jeux, afin de sortir peut-être du cadre un peu trop consumériste de notre milieu. Voilà, je dis on fait avec ce qu'on a et on essaye de viser vraiment d'autres objectifs. Donc je ne ferai pas une présentation à proprement parler du jeu, mais je vais quand même parler du contenu du jeu ou des ambitions du jeu. Si vous voulez voir des cartes, ce sera pas pour cette fois-ci, ce sera pour la vidéo suivante, je pense, où on parlera à la fois des aspects matériels du jeu et de l'utilisation qu'on peut en faire vraiment carte en main, avec une partie plus sur la pratique ancestrale. Donc ça restera une vidéo thématique. Aujourd'hui, je voulais vraiment m'attarder plutôt sur la définition du projet, parce que ça me semblait important de comprendre ce que voulaient faire les deux artistes. Et ça permet de revenir en fait sur la question de la sorcière. Donc on va pas parler de la définition de la sorcière en général, je ne vais pas parler de toutes les modes et de toutes les définitions de la sorcière. On va vraiment rester sur ces deux termes, la sorcière telle que c'est présenté par la personne qui fait l'introduction, qui est Pam Grossman, et sur la question de la sorcière littéraire, du coup, pourquoi cette association de mots, que je trouvais intéressante. Donc en fait, je vais m'attarder sur le début du livre, parce que ça me paraît essentiel de prendre vraiment les mots qui nous sont donnés, qui ne figurent pas d'ailleurs dans le jeu, dans la petite boîte qui est ici, que je vais vous montrer, que je vous avais déjà montré probablement sur Instagram et tout ça. Donc, étant donné que c'est un livre, et que c'est du livre qu'est tiré l'oracle, et que les introductions ne figurent pas dans le livre, ça me paraît intéressant de vous les présenter, au cas où certaines ne voudraient utiliser que l'oracle. Mais du coup, on a les compléments dans l'ouvrage, et ça me semblait important d'y revenir. Donc on va vraiment partir de cette base-là. Donc j'ouvrirai le texte, mais il est en anglais, j'ai la version anglaise et pas française, donc moi je vais vous traduire ou je vais vous expliquer de quoi ça parle. Et en fait le but du coup ça va pas être de vous donner mon opinion, je vais pas dire comment moi je ressens la sorcière, comment je la définis, comment je me place vis-à-vis des modes, c'est pas la question aujourd'hui. Le but c'est vraiment de prendre un projet, prendre un objet, prendre un texte et le questionner, tout simplement. Donc je vais vous montrer comment on peut prêter attention aux mots d'un projet, pourquoi c'est important de bien choisir ses termes, même quand on n'avait pas une certaine intention derrière un choix de mots, bah en fait, parfois intrinsèquement, ça pose des questions. Et question ne veut pas toujours dire problème, hein. C'est juste, vraiment, on remet en question, on se demande ce que ça voulait dire, quelles sont les implications, les tenants et les aboutissants, qu'est-ce qu'on aurait pu préciser, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux, et trouver des pistes en fait de recherche complémentaires aussi, parce que généralement une question en amène une autre, ou amène un autre terrain, et ça vous permet en fait d'approfondir vos pratiques. Donc je trouvais que c'était intéressant. Donc j'avais fait ça un petit peu dans la série des 3 vidéos sur les tarots arthuriens, justement, pour voir ce qu'on voulait dire par arthurien, comment est-ce que les auteurs définissent les projets de jeu dans leurs livres. Là je trouvais qu'on allait faire pareil avec un thème qui était quand même assez... comment dire, assez important, assez galvaudé, enfin voilà, c'est un terme qui est problématique, la question de la sorcière. Donc, étant donné que j'aime beaucoup ce jeu, et que je voulais vraiment proposer des choses un peu en profondeur, et ensuite des choses un peu différentes aussi sur comment on peut travailler, il me semblait important de commencer par le début, qui était le terme et le projet du jeu. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire ça. Donc on est parti pour le début. Donc vous voyez, en fait, on a vraiment la petite préface et l'avant-propos au début. Donc moi, je vais pas m'attarder sur tout ce qui est à l'intérieur, je vais vraiment rester là-dessus. Donc ça commence ici. On va recentrer ça. D'ailleurs, j'aurais besoin de quelque chose pour tenir la page ici. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce texte? Donc, d'une part, il y a un amalgame, entre guillemets, qui est fait entre toute création artistique et la magie. Vraiment le point de vue des auteurs ici. Donc ça, ce sont les deux auteurs, et ça, c'est une autre autrice. D'ailleurs, ce sont 2 artistes ici, et ça, c'est une autre autrice qui a fait la préface, comme ça se fait souvent. Donc ici préface ou ici avant-propos, bon, on s'y retrouvera. Donc les artistes en question, ce qu'elles expliquent, c'est qu'elles voulaient voir vraiment les femmes créatrices et les femmes sorcières dans un même ensemble, parce que pour elles, le fait d'être dans un lieu de créativité
dans un lieu au sens métaphorique, hein, dans une position de créativité, c'est lié au mystère et c'est lié à la création des autres mondes aussi. Donc voilà, il y avait ce premier sous-entendu qui est assez générique, et voilà, c'est ce genre de questions-là que je voulais poser avec vous. Est-ce que seulement les sorcières et seulement les femmes créatrices peuvent être dans des espaces ou dans des positions créatrices, dans des positions de mystère et dans des positions entre les mondes? C'est ça que je trouve assez imprécis, même si je comprends où elles veulent en venir, parce qu'en fait, je connais un peu le sujet, probablement comme vous, donc je vois en fait les nuances qu'elles pourraient y apporter, mais qui ne sont pas écrites. Je vois les sous-entendus. Mais techniquement, tel que c'est formulé ici, Dwell in Creativity, Mystery and Other Worlds, c'est pas juste les femmes. Il n'y a pas non plus juste des sorcières, par exemple, il y a les prêtresses, il y a les oracles, il y a tout un tas d'artistes, vous vous en doutez. Et je me suis posé la question tout de suite aussi des hommes, parce que les hommes aussi sont créatifs, les hommes peuvent aussi être entre les mondes, et les hommes peuvent aussi être dans le mystère. Et là, pour le coup, j'avais la figure d'Orphée en tête, avec sa musique, vraiment digne de l'autre monde, et en plus sa catabase et son voyage dans les enfers. Donc ça m'a marqué en lisant, en lisant le texte. Voilà, c'est ce genre de choses-là que je... Évidemment, c'est la première phrase du texte, donc il faut continuer, il faut lire la suite, il faut lire l'intérieur, mais que je trouvais l'introduction courte, et je me disais ça aurait mérité d'être précisé. Le deuxième point, c'est le fait que les femmes sont présentées comme étant isolées, toutes seules dans les bois. Donc ça renvoie un peu au cliché de la forêt primordiale ou de la forêt sombre, pleine de monstres. Donc c'est quelque chose de poétique, c'est une image qui est poétique, qui est porteuse de sens. C'est juste que c'est difficile de faire la distinction entre le sens, vraiment la charge qui nous parle, et la charge qui va être devenue par la suite un cliché en fait. C'est ça que je trouve assez délicat dans ce genre de projet, dans ce genre d'interprétation synthétique qu'on nous propose dans les introductions, c'est que comment on fait la différence entre l'emploi d'un symbole simple, la forêt, les femmes dans la forêt, etc., et ce que le symbole est devenu par la suite en fait dans le temps. Donc elles sont pas responsables bien évidemment de ce que c'est devenu par la suite, mais à partir de quel moment est-ce qu'on sait si elles sont dans une appropriation artistique du concept ou de l'image, et dans quel moment est-ce qu'elles surfent entre guillemets sur quelque chose de galvaudé et donc sur une mode. C'est juste un exemple, c'est juste une question. Ici, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est pas juste la forêt sombre, et c'est ce qu'elle dit ici, c'est un glissement, c'est une métaphore, c'est la forêt de leurs imaginations respectives. Donc là, l'imagination est présentée comme un recoin sombre, une forêt, un endroit qu'elles peuvent habiter, donc ça renvoie à contes. Là, il y a toute l'imagerie des contes de Grimm, etc., qui nous est proposée. Donc on est dans une forme de tradition à la fois esthétique et littéraire, évidemment. Donc on est dans de la poésie aussi. Et on est dans une forme de merveilleux un peu qui dépasse l'image juste... J'ai perdu comment je pouvais formuler cette idée. En tout cas, voilà, c'est pas juste une femme dans la forêt. C'est ces femmes qui écrivent, ces femmes qui sont en train d'écrire. Leur imagination est présentée comme un lieu, en fait. Un lieu de forêt, un lieu sombre. Et forcément, nous, en tant que païens, ça nous renvoie aussi au travail sur l'ombre. La question de la forêt qui renferme nos peurs, des monstres, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, elles nous disent quelque chose de très rapide sur les 30 femmes qui sont présentées dans le jeu. Le fait que, bien évidemment, toutes ne pouvaient pas y figurer, pardon. Donc c'était une sélection. Et l'idée, c'est vraiment de voir ces 30 femmes créatrices et autrices comme une source de puissance, en fait. Une source d'inspiration, une source de puissance. Et pas de puissance en soi, n'importe quel type de puissance, mais de puissance créative, vraiment. Donc c'est un mélange entre la sorcière... comme figure féministe de la puissance, et vraiment la femme littéraire comme puissance créatrice. Il y a un mélange ici des deux qui se marie assez bien, en fait, qui est assez logique. En tout cas, ça, c'est la petite préface. Dans l'avant-propos, qui fait 3 pages au lieu d'une, et qui est écrite par quelqu'un d'autre, on a vraiment des éléments qui complètent, je trouve, très bien ce qui ont été dit par les artistes, et qui expliquent bien, pas forcément l'humeur, mais... l'ambiance un petit peu, à la fois des illustrations et des textes après qui vont vous être présentés. Donc je pense que l'introduction est assez juste.
par rapport au projet, ce qui voulait être fait. Donc elle a une forme d'intuition ou de compréhension du projet que je pense être bonne. Bonne au sens juste, au sens réussi, pas bon mauvais. Et j'ai perdu la chose que je voulais dire, excusez-moi. En tout cas, ouais, elle saisit bien l'idée. Et dedans, elle complète aussi, je pense, les métaphores qui ont été employées par les propres auteurs, autrices du jeu. Du coup, même si on peut effectivement interroger, poser des questions, trouver ça insuffisant, il y a une grande cohérence. C'est ça qui me paraît être très important dans le jeu et s'en dégager, c'est qu'il y a une excellente cohérence entre ce que les deux artistes, entre elles, voulaient faire, entre ce que Pam Grossman nous livre du projet, et autre chose, j'avais une troisième idée que j'ai perdue. Bah, décidément, aujourd'hui, c'est difficile de penser. Donc cette introduction aussi, elle nous présente vraiment un peu plus une forme de généralité. Donc bien évidemment, c'est une introduction, donc c'est court. On veut pas vous en faire des tonnes. On veut juste vous donner un petit peu de contexte supplémentaire pour comprendre quand même les textes qui vont suivre, parce qu'ils sont assez spéciaux avec cette structure de 3 affirmations. La petite biographie et la petite bibliographie. Donc on veut vous donner une clé d'ambiance. Mais c'est une intro, puis c'est même pas une intro d'ailleurs, c'est un avant-propos. Il pourrait y avoir une introduction derrière, donc forcément ça va être court. Donc on peut pas être trop exigeant avec un avant-propos. C'est vraiment forcément un résumé. Donc au début, vous avez bien évidemment un résumé de ce que c'est que la sorcière, enfin de ce qu'on pourrait dire que la sorcière est. Ça ne veut pas dire que c'est ce que pense Grossman, et ça ne veut pas dire que c'est ce que pensent les deux artistes. Évidemment, elle dit que la sorcière est à la mode en ce moment. Elle dit que c'est une multiplicité, la sorcière. La sorcière, c'est pas juste une chose. Donc, selon d'où on se place, il y aura des choses négatives. Il y a la question de la figure hideuse, de la figure monstrueuse ou de la figure démoniaque aussi de la sorcière. Et puis, il y a des choses un peu plus historiques avec la Sibylle, avec la sorcière de Salem. Et puis ensuite, dans les années 90, comment la pop culture se réapproprie ça. Plutôt la question d'une sorcière en jean avec son pentagramme. Donc voilà, ça c'est un paragraphe un peu généraliste sur nos représentations collectives. C'est pas historique en soi. Ce qu'elle dit qui peut être intéressant, c'est que ce qui est important, c'est ce qu'elle vous dit, je crois, à la fin, ce n'est pas qu'est-ce que le mot veut dire, c'est nous, qu'est-ce qu'on veut dire quand on l'utilise. Donc c'est une façon de renverser la question, qui peut être très judicieuse pour soi-même, chacun se remettre en question, puisque chacun, quand on emploie un mot, forcément, on en a des préconceptions. On a une idée de la définition de base, commune, partagée par tout le monde, mais on a aussi notre propre sens à nous qui vient se greffer dessus. Donc ce qui est important, c'est de savoir ce que nous on dit. Évidemment, je trouve ça à la fois hyper juste et hyper problématique, et c'est pour ça que je dis que c'est intéressant de regarder une introduction comme ça et de se questionner, parce qu'on va aller beaucoup plus loin sur des sujets qui peuvent être soit directement le jeu, soit sur des sujets adjacents. Cette phrase, elle m'a perturbée moi, à titre personnel, parce que je trouve que dans l'ère moderne qu'on vit, sans parler directement des fake news, hein, mais en termes de précision du langage, d'emploi du langage et de communication, je trouve qu'on est souvent dans un flou. C'est pour ça que je pose beaucoup de questions en général. Et je demande toujours aussi beaucoup des définitions, parce que c'est pas universel. On a un socle commun de connaissances qui est partagé, mais chacun veut dire quelque chose. Et donc si je veux répondre à quelqu'un sur ce qu'il veut dire par la sorcière, ce qu'il veut dire quand il parle de mythes, de symboles, d'archétypes, ben, je suis pas dans sa tête. Il faut que je lui demande ce qu'il veut dire avant de répondre quoi que ce soit. Parce que si je sais pas, je vais répondre à côté. Et d'une part, si je réponds à côté, bon, on part dans des méandres de communication, mais c'est aussi que souvent, dans l'ère moderne, quand on communique, on se juge beaucoup. C'est très difficile de ne pas se juger les uns les autres. Et du coup, si je juge sur un truc où je me suis complètement mépris sur ce que voulait dire la personne en face, bah, ça donne des conflits, ça donne des quiproquos, ça donne des trucs vraiment désagréables, des pertes de temps, des pertes d'énergie. Donc en fait, je trouve que ça, c'est à remettre en question et à rapprocher de l'ère dans laquelle on vit, où on dit qu'en gros... l'histoire, c'est pas trop grave. Moi, je me pars toujours du principe de ce que je sais, de ce que j'ai appris par l'expérience, de ce que moi je veux dire. Mais les mots, ils ont un sens. C'est bien à ça que les dictionnaires servent. Alors, les dictionnaires, ils arrivent des siècles après que les mots ils aient été fixés. L'orthographe, elle peut changer. Le sens aussi, ça se fait à l'usage. Ça ne se fait pas que dans un dictionnaire. Donc, en fait, l'usage du mot peut changer. Le sens du dictionnaire après des années et des années d'utilisation. Donc là, c'est ce que je me suis demandé. Qu'est-ce que je veux dire, moi, quand je dis la sorcière? C'est très important de le savoir.
c'est essentiel. Mais en même temps, je peux pas non plus faire comme s'il n'y avait pas de définition de la sorcière. Comme si il n'y avait pas de définition commune, il n'y avait pas de socle commun. Pour moi, on part forcément d'un socle commun, et on ne peut. Et parce que ce socle commun, il a un sens. Le mot sorcière, il a une histoire. Quand est-ce qu'il est apparu? Qui l'a utilisé en premier? Dans quelle langue c'était? Dans quelle culture c'était? Est-ce que dans une langue française, allemande, anglaise, autre, est-ce que ça voulait dire la même chose? Est-ce que ça renvoie au même phénomène? Qu'est-ce que j'entends par phénomène? Dans les faits, c'était qui les sorcières? C'était des femmes qui avaient quel âge? Est-ce que c'était que des femmes? Qu'est-ce qu'elles faisaient? Qu'est-ce qu'elles avaient comme pratique? Ça renvoie vraiment à des réalités concrètes, quoi, de solides, dures comme fer, là, historiques. Et donc on peut pas faire comme si ces choses n'existaient pas, et juste choisir la sorcière, ça veut dire ça. Je trouve qu'un socle de signification, voilà, c'est pour ça que j'aimais bien son idée de multitude, c'est que, ouais, une sorcière, c'est multiple, parce qu'il y a à la fois ce que chacun en dit, et on a aussi l'histoire. Et on a aussi même l'histoire, ça évolue en fonction des années, des siècles. Ça évolue selon la personne qui regarde et qui fait l'étude, qui fait l'histoire. Tout ça se relativise. Donc je trouvais ça à la fois très intéressant de se redemander à nous, observateurs, qu'est-ce que nous on en pense. Mais je trouve qu'il faut être un peu prudent, être un peu plus prudent. Je vais y répéter 2 fois le même mot. Je ne retrouve pas l'autre mot que je voulais dire. En tout cas, voilà, je trouve qu'il y a quelque chose où il faut faire attention ici parce qu'on ne peut pas évacuer en fait des faits. On peut évacuer ni des définitions ni des faits historiques quand on considère les choses en fait. Les mots, ils ont un sens. Donc on peut le changer. On peut décider d'avoir une autre définition, mais on ne peut pas évacuer comme si ça n'existait pas. Ça, j'ai trouvé ça, voilà, ça nous renvoie à ça. Moi, ça m'a renvoyé à l'ère dans laquelle on vit en fait, quand on communique, quand on emploie la langue, tout simplement. Ça fait une grosse discussion pour un petit point, vous voyez. Alors, dans la suite, elle part plutôt dans quelque chose d'historique, justement. Elle repart de l'étymologie. Alors, ce que je trouve embêtant, bien évidemment, c'est qu'elle nous parle du mot sage, du mot se plier et du mot saule. Mais elle nous dit pas exactement quels étaient les mots allemands à l'origine. Parce que witch, je pense que c'est le mot effectivement saxon, le mot allemand. Et puis le vieil allemand, c'est le Hochdeutsch, c'est encore un autre allemand. Donc moi, je trouve que ça aurait été bien d'avoir une toute petite note, ou même juste une parenthèse avec les mots d'origine, ou une source, ou renvoyer à un dictionnaire pour savoir d'où est-ce qu'elle tire ça. Parce que du coup, est-ce qu'on lit ça en le prenant pour argent comptant, ou est-ce qu'il y a d'autres définitions, est-ce qu'il y a d'autres opinions qui peuvent être même contradictoires avec celle-ci, ou qui peuvent les compléter. Ça, c'est des choses qui me paraissent importantes. Donc bien évidemment, chacune ici, on peut nous-mêmes aller chercher étymologie sorcière, on peut prendre Google, on peut prendre une encyclopédie, on peut prendre un bouquin d'histoire, on peut compléter sans avoir une note. Mais je trouve ça intéressant, je trouve ça plus rigoureux de préciser quand même d'où on tire ça. Parce que j'en avais vu d'autres des étymologies en fait, et là elles apparaissent pas. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette association de sagesse, se courber, se plier comme un roseau et le saule, elle y voit l'idée de shape-shifting. Et est-ce que c'est juste à cause de se courber? Est-ce que c'est une idée d'adapter sa forme, d'être souple dans sa forme qu'elle tire l'idée de shape-shifting, donc de change-forme? Je trouve que le saut ici est un peu trop violent, un peu trop brutal. Je trouve qu'il manque une idée entre les deux. Mais c'est intéressant. Ensuite, elle parle par exemple du fait d'être relié à un courant ancien. Qu'est-ce qu'elle veut dire par courant ici, par courant ancien? Évidemment, elle est dans une métaphore poétique, donc ça pourrait renvoyer à plein de choses. Le fait de garder cette phrase condensée et de ne pas l'expliquer, en fait, elle ajoute de la poésie. Il y a une logique à faire ça. Mais j'aurais été très curieuse de savoir ce qu'elle en pense en fait. Parce que c'est une belle image qui renvoie pour moi au courant souterrain. Ça renvoie à un courant d'eau, ça renvoie à un courant tellurique aussi, ça renvoie à un courant de pensée. Donc, qu'est-ce qu'elle voulait dire par ici et en quoi est-ce que c'est spécifique de la sorcière, par exemple? Est-ce que son courant, et elle parle de knowledge juste derrière, que je vous le montre, j'ai perdu le mot parce que du coup j'ai mis des notes sur le côté qui sont en français. En tout cas, elle le rattache à la sagesse. Et du coup, un courant de sagesse, est-ce que c'est un courant de pensée? Est-ce que c'est un courant de connaissance? Est-ce que c'est une connaissance qui vient de la nature? Est-ce que c'est une connaissance qui vient de l'histoire? Est-ce que c'est une connaissance dans le sens, un savoir pratique? Ça aurait été intéressant de le préciser. Et ce qu'on peut se demander aussi, du coup, la question d'être connecté à un courant ancien, est-ce qu'il n'y a que les sorcières qui font ça? Moi, c'est sur ça, si je me pose. Quand on me donne une définition, est-ce que ça correspond à une seule chose ou pas?
Et à ce moment-là, pourquoi avoir choisi ce terme plutôt qu'un autre? Ça, c'est le genre de question que j'aime bien me poser. Donc elle vous parle de la résilience, de la capacité de préservation de soi, un peu même de survie, le fait de s'adapter à son temps. Donc tout ça, c'est ce qu'elle relie à to bend, qui est plié. C'est intéressant de rester sur cette idée. Mais dans les disciplines historiques, ça a été étudié. Quelle était la proportion de femmes et d'hommes? Quelle était la proportion de sorcières qui avaient une pratique dite occulte? Quelle était la proportion de femmes qui avaient une autre pratique que occulte? Ici, ça manque un peu de fait, je trouve. C'est dans la méthode où ça me pose un peu problème. Ce que je trouve aussi problématique, c'est qu'elle parle bien d'archétype féminin, female ici, et du coup, je me dis en quoi est-ce que la sorcière est uniquement un archétype féminin? Moi, c'est pour ça, j'ai pas une opinion particulière sur le sujet, j'ai pas des connaissances à étaler, je considère que j'en sais trop peu. C'est juste des questions. Moi, ça me fait tiquer, ça m'interroge que la question de s'adapter avec son temps, d'être résilient, d'avoir une capacité de survie, ça me parle pas juste des femmes et que des femmes sorcières. Ça me parle aussi même juste de certaines formes de religion antiques en fait, qui ont dû s'adapter, qui ont dû changer leur culte pour supporter, pour essayer de résister à la christianisation, qui ont essayé de s'adapter pour pas mourir. Ça me parle de tout un tas de choses. Voilà, le vocabulaire ici ou les idées qui sont exposées sont assez génériques en fait, je trouve. Et j'ai du mal à voir la question de l'archétype féminin, de le rattacher forcément avec les concepts qui sont rattachés ici en termes de genre. Il y a quelque chose qui me fait tiquer. Mais je comprends d'où ça vient. Autre chose, par exemple, autre exemple, en dessous, elle vous dit que la sorcière n'est pas définie par une autre entité extérieure à elle-même. Elle se définit elle-même. Et ça, c'est toujours pareil, j'isole des éléments. Est-ce que c'est l'ensemble de ces éléments, tous ensemble, qui fait une sorcière? Est-ce que chaque caractéristique correspond toute seule à ce que c'est qu'une sorcière? Et tout ça, ça se nuance en fait. Mais quand j'entends le fait de ne pas être définie par quelqu'un d'autre, est-ce que c'est que les femmes? Est-ce que c'est que les sorcières? Ben, je sais pas, moi j'ai pensé aux reines, j'ai pensé aux guerrières, j'ai pensé à d'autres types de personnages aussi spirituels. Par exemple, est-ce que les prêtresses, elles sont définies uniquement par leur communauté? Est-ce qu'on peut dire que c'est une capacité, enfin une identification extérieure? Ou est-ce que, même si la communauté les reconnaît, les prêtresses, parce qu'elles font, elles savent ce qu'elles font, elles savent qui elles sont, elles savent quel est leur travail en fait. Donc ça m'interrogeait ici que l'archétype, en termes d'archétype, on ait pris la sorcière comme celle qui n'est pas définie par une personne extérieure. Du coup, si je me trompe pas, j'en étais restée sur la question de la figure, de l'archétype ici féminin, de la femme qui se définit elle-même ou qui n'est définie par personne d'autre. Je disais que j'y voyais une forme d'insuffisance. Enfin, je réfléchissais à d'autres archétypes qui pouvaient rentrer dans cette fonction, mais comme je crois que je le disais tout à l'heure, ce qui paraissait important ici, c'est qu'on a une définition qui est générique et qui possède plusieurs critères. Donc en fait, c'est l'ensemble de ces critères qui évoquent, probablement pour Pamela Grossman, une sorcière. À la fois l'ensemble, ou certains, selon la façon dont elle traite la multitude, puisqu'elle disait bien que la sorcière, c'était une multitude. Donc je pense ici que c'est fait pour être une définition évocatrice et pas une définition figée. C'est juste que quand on donne des affirmations comme celle-ci et qu'elles sont génériques, ça a tendance à me décontenancer en fait, parce que j'y vois d'autres choses. Je trouve que ce sont des affirmations un peu sévères ou un peu fortes, comme cette histoire de l'autodéfinition, et ça m'ennuie de ne pas trouver peut-être plus de nuances ou de savoir comment prendre ces phrases en fait. Mais je pense que le projet est un projet global, est un projet d'ensemble, et pas juste évidemment d'en saisir comme ça les fragments et de les isoler. Mais je trouvais que c'était intéressant de vous montrer en fait comment est-ce qu'on peut réfléchir au-delà du projet ou au-delà des termes, ou réfléchir justement à vos définitions de la sorcière à ce moment-là. Comment remettre en question ces idées, comment les jauger en fait, c'est pour les sous-peser. Est-ce que vous, ça vous convient? Est-ce que vous trouvez qu'effectivement cet archétype-là est plus judicieux par rapport à la question de la femme qui est isolée, qui se tient
pour elle-même et qui se définit pour elle-même, ou est-ce que vous pourriez trouver d'autres figures qui vous correspondent mieux? Donc je vais enchaîner. Évidemment, la vidéo va être assez longue, du coup, je m'en excuse. Juste après cette phrase-là, elle nous parle de la question de l'outsider, par exemple, de la personne marginale. Évidemment, c'est un autre exemple parfait. La sorcière est probablement marginale. Est-ce que toutes les sorcières étaient marginales? Est-ce qu'il n'y avait pas des sorcières qui, tant qu'elles restaient cachées, étaient tout à fait bien intégrées dans un cercle social? C'est pour ça que je trouve ça un peu gênant d'exclure voilà, les faits, de ne pas regarder les faits historiques. Quand on parle, là, du coup, c'est une affirmation que je trouve un peu tronquée, un peu biaisée. Et quand on sort de cette définition, les marginaux, il y en a eu plein dans l'histoire. C'est très fréquent, la figure des marginaux. Il y a effectivement plein d'artistes qui sont marginaux, mais il y a aussi d'autres figures. Il y a le fou du village, le fou du roi, il était très intégré dans la société et pourtant il était mis de côté. Il y a d'autres figures pour moi d'outsiders que la witch. Évidemment, et ça vous le savez probablement, ce qu'on a appelé dans l'histoire les chamans. Ils sont aussi assez marginaux. Certains hommes médecine sont marginaux, ça dépend comment on définit les termes, mais l'idée c'est que quand on a des capacités de transformation, des capacités psychiques, de divination, les gitans, et là en plus il y a une question pas juste de fonction, mais qui est une fonction liée à l'ethnie à laquelle on appartient, qui nous place à la marge. Il y a des choses qui se cumulent ici que je trouve plus vastes, plus précise. Voilà, donc c'est un exemple ici de choses, comment je rebondis sur certaines idées. Et la question du don de transformation, on se transforme soi-même ou on transforme des choses ou on transforme les gens, c'est évidemment très facile à rattacher à la magie, même si ça en déborde. Vous vous en rendez bien compte, je pense que la question de la transformation déborde largement la question de la sorcellerie ou de la magie. L'agent de changement, ici le catalyseur un peu, la sorcière serait un catalyseur. Je trouve que c'est très parlant comme image. Ça pourrait également demander à être développé, à être explicité, on pourrait donner plein d'images ou d'exemples, mais je pense que c'est peut-être plus ça, plus que la question de se transformer ou de s'auto-transformer, c'est la question d'être un facteur de changement. Mais en fait, je pense que c'est différentes étapes ou différents niveaux de la définition de la transformation ici qu'elle juxtapose. En tout cas, à chaque fragment de la définition qu'on ajoute, on voit un portrait plus complet qui se dégage, je pense. Donc j'essaye vraiment de à la fois pinailler sur du détail comme ça, parce que je pense que c'est imprécis, et en même temps, on voit bien que ça fait du sens. Par rapport à une image globale, ça fait du sens. Ici, elle était revenue sur le langage, ce qui est quand même très important vu qu'on va bien parler des sorcières littéraires, la littérature, donc les mots. Donc ici, elle termine ce paragraphe sur cette idée-là, que la magie, la sorcellerie est quand même souvent liée à la question du langage et du discours. Speech, c'est plutôt discours que langage, avec les incantations, le fait de nommer une chose, de faire soit une bénédiction, soit une malédiction. Et tout ça, ce sont des choses qui appellent des mots, qui appellent du discours, des phrases. Donc, effectivement, c'est important. Bien évidemment, autre façon de retourner cette définition, pour moi, je pense que c'est très important à cause de ce qui va suivre. C'est pour ça qu'on vous place les mots ici, pour faire la transition entre la sorcière et la sorcière littéraire. Mais la sorcellerie, c'est pas que du langage, c'est aussi des gestes, c'est aussi codifier, c'est aussi manipuler des éléments, des objets avec ses mains, et c'est aussi des chants, peut-être. Est-ce que les chants, ils ont forcément des rimes? Est-ce qu'ils ont forcément des paroles? Est-ce qu'il n'y a pas des chants qui sont juste des chants avec des notes, des mélodies? Voir des chants dans des fausses langues, entre guillemets, dans des langues inventées, ou des langues au pif, juste avec des sons, enfin des syllabes sonores en tout cas. Et puis la danse, et puis tout un tas d'autres choses qui dépassent le langage. Donc il y a d'autres choses. Mais ici, on peut s'attarder sur la question du spark, qui est en fait une étincelle. Elle dit pas que c'est uniquement du speech, elle dit que l'étincelle, la chose qui permet le carburant un peu, ou d'allumer la magie, c'est les mots. Donc la magie ne se résume pas aux mots, c'est juste le déclencheur éventuellement. C'est comme ça que c'est écrit ici, c'est vraiment ce que dit la phrase. Mais
Je pense que ça se débat, tout simplement. Est-ce que c'est forcément le langage qui lance un sort, qui crée la magie ou qui l'initie? Je sais pas si on pourrait dire ça, je sais pas si c'est juste. Par contre, effectivement, bon, le discours, moi, la question du rapport au mot, ça me parle énormément, en fait. Et c'est pour ça que je dis que cette vidéo est complexe, parce qu'elle représente pas forcément une opinion. Je vous présente ma subjectivité. Quand je rencontre ce texte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça m'évoque? Quelles sont les questions que ça me pose? Mais les questions que je pose sont pas forcément toujours liées à l'avis que je vais avoir du jeu ou de l'introduction, parce qu'en fait, moi j'adore ça. Je suis autrice, j'écris, les mots sont extrêmement importants dans ma vie, les mots sont importants aussi dans ma spiritualité, même si j'en parle moins. Donc en fait j'adore cette idée. Moi j'étais fan du projet et c'est pour ça que je me le suis fait offrir en fait. Parce que la question de la littérature ou de l'écriture est fondamentale. Mais c'est pas parce que le projet me parle qu'il ne m'interroge pas. Donc voilà, j'essaye de mettre ça en vidéo, mais je parle beaucoup et on va traîner peut-être un peu. Alors, avançons. Juste derrière, donc après avoir fait une introduction sur la définition de la sorcière, on passe donc à la question des femmes qui écrivent et des sorcières littéraires. Donc, vous avez des métaphores. Le texte est extrêmement poétique, et en fait, il répond à la poésie des deux artistes et des deux autrices, très clairement. Donc c'est pour ça aussi que cet avant-propos, il est problématique, entre guillemets, c'est-à-dire que parfois je trouve ça trop générique, ou je trouve ça à la limite du cliché, mais en même temps ça fonctionne parce que ce sont des images, parce que c'est un langage poétique qui cherche à condenser du sens, ou qui cherche à évoquer du sens plus qu'à ne l'expliciter, plus qu'à le définir. Du coup ça se tient, ça a une logique. Et donc ici clairement on est dans les métaphores magiques, puisque les mots permettent d'invoquer des mondes. C'est ça le conjure ici. Donc clairement, le fait d'invoquer, de conjurer, on est dans le vocabulaire sorcier, dans le vocabulaire magique, où on crée des choses. Autre petite phrase que j'ai trouvée perturbante ici, on parle des femmes qui créent des choses autres que des enfants. Pourquoi avoir senti la nécessité de parler de la femme créatrice comme procréation? Alors, j'en comprends la logique, mais est-ce que c'était nécessaire de préciser ça? De créer la vie en dehors de la procréation? Est-ce qu'on ne pouvait pas de créer des choses? En fait, quand on parle de choses, de things, on pense pas à des êtres vivants, donc on pense pas aux enfants par définition. Donc je trouve ça redondant d'avoir mentionné les enfants, et je trouve ça embêtant, parce que du coup... Est-ce que toutes les femmes peuvent créer des enfants? On retombe en fait sur les questions de genre et de biologie là, donc c'est pas exactement ce qu'elle veut dire. Elle dit pas que les femmes nécessairement doivent enfanter. C'est pas ce qu'elle dit. Mais le fait de s'être sentie obligée de parler des femmes qui créent des choses autres que des enfants, ben... je sais pas, je trouve ça ambigu en fait, parce que ça pourrait parler des crônes, ça pourrait parler effectivement des vieilles femmes du coup qui sont au-delà de la biologie, mais quid des... ou peut-être même des femmes qui tout simplement créent d'une autre façon qu'avec des enfants, et... Moi ça me renvoie à de l'ombre ici, ça me renvoie à de l'ombre sociétale, et ça me renvoie forcément à la mienne, puisque c'est un sujet que je maîtrise pas forcément, donc je me pose beaucoup de questions sur le genre, mais... Bon, je vais peut-être pas rester là-dessus, mais je pense avoir montré que la formulation ici, je la trouvais redondante, puisque les choses sont bien des choses et pas des êtres, et je trouvais qu'on n'avait pas besoin de préciser cette phrase. Donc ça, je sais pas, moi j'ai quelque chose par rapport à la biologie qui m'arrête ici. Est-ce que du coup, la sorcière, ça pourrait être autre chose que des femmes? Puisque si on sort de l'enfantement, si on sort de la procréation, est-ce qu'on pourrait pas inclure les hommes dans cette phrase, et des hommes sorcières? Ce serait intéressant, je trouve. Mais c'est pas précisé, donc c'est une possibilité qui est dans le texte, mais en même temps on cherche quand même à se concentrer clairement sur les femmes. Donc voilà, il y a quelque chose de flottant, il y a quelque chose ici que je saisis tout simplement pour vous interroger avec moi. Juste derrière, donc elle parle bien de la question d'être marginale, d'être rendue complètement mondaine ou triviale, c'est presque une forme de rabaissement ici, trivial, ou d'être ignorée, et parfois sortie des canons, parce qu'elle parle bien de femmes créatrices en fait, les femmes qui écrivent, les autrices,
elles sont parfois non considérées dans l'histoire de la littérature. Mais en fait, parfois si, parce qu'elles disent que trop souvent, elles n'y sont pas. Mais enfin là, on nous a quand même cité des auteurs absolument... des autrices, je dis toujours auteurs, je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire ça, mais par exemple, Sappho, ça fait des siècles, Sappho, c'est une des plus grandes autrices, une des plus grandes poétesses. Sylvia Plath, il y a plein d'autrices ici qui sont dans le canon littéraire, qu'on appelle le canon littéraire. Ou alors est-ce que c'est simplement qu'on parle des femmes en général? Les femmes qui écrivent ont tendance à être moins considérées dans les canons, et ça on sait à cause de l'histoire que ça a été le cas, qu'il y avait beaucoup plus d'hommes créateurs que de femmes créatrices. Pas qu'il y en avait plus en quantité, mais je veux dire qu'on a gardé la trace de plus d'hommes créateurs et de femmes que de femmes créatrices parce qu'ils avaient la visibilité, parce qu'ils avaient la respectabilité qu'on avait niée aux femmes. Donc c'est peut-être ça qu'elle voulait dire. Mais le fait de dire que toutes sont exclues du canon, ici c'est pas des inconnus, hein, parce qu'il y en a des auteurs très très peu connus, il y en a qui sont très peu connus dans le milieu déjà académique, et c'est seulement certains spécialistes qui les connaissent, et puis il y en a qui sont connus des académiciens, mais qui ne sont pas connus du grand public, on va dire. Il y a déjà 2 niveaux de connaissance des auteurs, des autrices, là, donc j'aurais relativisé ça. Bon, on va avancer, parce que je sens que sinon je vais disserter des plombes. Ici, on arrive à la fin du petit passage, en fait, qui nous reparle du langage, parce que spelling, c'est le fait d'épeler, spelling and spells, spells, c'est le sort, c'est le sortilège. Et du coup, on rattache bien évidemment tout ça au langage, au fait que les mots sont porteurs de magie, sont créateurs. Et il y a la question de la Bible aussi, qui est en arrière-plan, là, et Dieu, la question du verbe divin, c'est derrière, hein. C'est pas mentionné, mais c'est vraiment l'idée qui est là. Et que donc toute femme qui écrit, forcément, est une forme de sorcière. Ce que j'ai bien aimé, est a kind of witch, parce que du coup, on ne plaque pas violemment un concept, on dit que c'est une sorte de, c'est une forme de, parce que la définition est très vaste, et que nous, on choisit d'avoir ce lien-là, ce rattachement-là. Ensuite, on vous parle du projet du livre, des textes, comment est-ce qu'ils sont structurés, et donc de l'auteur, de l'autrice, pardon, ce qu'elle a voulu faire, je sais jamais, en fait. C'est pour ça, automatiquement, je mets les 2 termes parce que il y a une grande problématique sur une grande controverse plutôt sur ces termes, auteur-autrice. Je suis désolée, j'arrive pas à me corriger, je fais systématiquement les 2. Et par la suite, on va vous parler un petit peu de ce qu'on trouve. Donc il y a des exemples d'autrices qui sont dans le jeu. Ici, on va vous parler de l'artiste et de son profil, qu'est-ce qu'elle a fait comme genre de travail, et on termine sur des métaphores poétiques et sur une ouverture pour vous laisser le champ totalement libre pour approcher le jeu. Vous êtes libre, vous prenez ça dans n'importe quel sens que vous voulez. Il n'y a pas d'ordre entre lire le bouquin, utiliser les cartes, etc., ou utiliser le livre comme une forme de bibliomancie, au pif, en tournant une page et en voyant ce qui sort. Donc c'est une forme de proposition. Donc... on va revenir sur une dernière chose que j'ai trouvée intéressante sur la question des textes. Pour vous expliquer, je parle beaucoup de poétique. C'est vraiment un jeu qui est fondamentalement poétique. Et ici, ça l'explique bien. Donc je ne sais pas si c'est Tassia qui avait choisi le terme ou si c'est Pam qui lui donne. Mais elle dit ici que ce sont des Hexentexte, donc des textes sorciers ou des textes sortilèges. C'est un mot allemand. Et elle fait référence aux 3 petits paragraphes qui sont là. C'est 3 paragraphes, et c'est ce qu'elles appellent 3 faits, 3 facts ici. Donc l'autrice a choisi de mélanger à la fois des fragments biographiques et des fragments de vision. Donc ces textes-là, c'est une forme de canalisation spirituelle en fait, d'idées ou de schèmes ou de... je sais pas exactement, j'aimerais bien trouver une interview en fait de l'autrice. Mais l'idée c'est ça, c'est que ce sont pas les affirmations. Les textes qui sont ici sont pas de la même nature que le texte factuel qui est en bas. Ici vous avez la biographie factuelle. Comment était la vie et l'œuvre de l'autrice présentée. Ici ce sont des évocations, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ici le terme d'invocation qui est dans le texte. Et on vous parle bien, donc c'est Pam qui utilise ce terme, c'est pas forcément celui de la créatrice de départ, mais elle dit que ce sont des invocations surréalistes. Et c'est vraiment ça. C'est une espèce de condensé d'images, de métaphores, de renseignements un peu codés sur la vie de l'auteur, tournés d'une façon poétique. Et du coup, ça justifie bien le fait qu'on soit dans un oracle littéraire, de sorcière littéraire, mais aussi que la créatrice
soit une littéraire, soit une poétesse, et qu'elle ait voulu symboliser comme ça des choses. Elle a capturé des symboles dans des mots, et elle a tissé, j'aime bien le vocabulaire évidemment de la tisseuse, elle a tissé une vision qui lui est propre. Ça, c'est très très juste. Et l'autre phrase très juste qu'en dit Pam dans l'introduction, c'est que ça vous propose en fait une double démarche, automatiquement, et c'est l'expérience que j'ai faite en le lisant. Après, je suis revenue à l'introduction et je me suis rendu compte que c'est ce que disait effectivement la préfacière, c'est que soit vous prenez le texte comme une énigme, et vous cherchez à la déchiffrer, vraiment à savoir qu'est-ce qu'elle a voulu dire précisément, cette métaphore elle veut dire quoi, ça renvoie à quel fait biographique de l'auteur, de l'autrice. Soit vous prenez ça vraiment comme un tremplin visuel, comme un tremplin métaphorique, comme un tremplin poétique, et en fait c'est comme un courant d'eau. Vous mettez le pied dedans et puis vous vous laissez glisser. Et vous cherchez absolument pas à contrôler ce qui se passe ou à en obtenir quelque chose de particulier. Vous imprégnez de son mystère. Et c'est vraiment ça. Ce sont des textes très mystérieux qu'on peut déguster tels quels. Voilà. Et ici, on a la dernière métaphore sur les créatrices. Les tisseuses, les potières, les cuisinières, les guérisseuses, etc., qui sont toutes des formes de sorcières ou qui possèdent des connotations sorcières en ce qu'elles prennent une matière brute et qu'elles la transforment en quelque chose en fait. Donc il y a une métaphore de l'alchimie aussi ou de la création, du fait d'engendrer quelque chose, qui fait écho au paragraphe d'avant, à la phrase d'avant sur la question de la création. Donc ça fait des échos, on termine sur cette métaphore-là, que j'ai trouvée très belle. Avant d'évoquer un autre aspect du projet, et je ne sais pas, il va falloir que je cherche, je ne sais pas si Pamela a interviewé les deux créatrices avant, parce que l'idée que cet oracle est une forme de sortilège qui permet de réveiller les morts, d'honorer les ancêtres, et de donner une forme de souveraineté créatrice, je trouve ça extrêmement juste. En ayant vraiment lu le bouquin et en ayant manipulé les cartes, je trouve ça très très juste. Donc ça, c'est ce que j'aborderai dans la deuxième vidéo, qui parlera vraiment plutôt de la pratique avec les ancêtres. Ce jeu comme étant un support de pratique avec les ancêtres. Ça va être un prétexte à parler un petit peu de ça. Et vraiment, la préfacière ici, là, elle a vu très juste. Donc elle s'exprime avec une méthodologie, avec un style qui correspond au style qui est à l'intérieur du livre. Et ça, du coup, je trouve ça beau. Je trouve ça beau et je trouve ça très approprié. C'est une introduction, donc c'est censé être une forme d'explicitation, mais en même temps, c'est une explicitation poétique, évocatrice, symbolique, plutôt qu'une explication vraiment de type essai, de type définition, quoi. Donc c'est pour ça que j'y trouve pas forcément la rigueur que j'attendrais, parce que ça se place à un autre niveau. Je comprends tout à fait le projet. Je trouve que ça manquerait de précision à un certain moment donné, mais je comprends que c'est un langage. Parfois c'est de l'approximation, mais c'est le fait d'envoyer une charge symbolique, d'envoyer des mots, parce qu'ils ont énormément de sens, ils ont plein de sens différents, c'est ça que j'entends, il y a une multiplicité de sens, et qu'on veut vous laisser baigner avec ça, et on veut vous laisser choisir. On vous bombarde un peu de sens. Donc je trouve ça assez juste, voilà. Donc si jamais je me suis trompée, que j'ai parlé un peu vite, que j'ai mangé des mots, que j'ai oublié un sujet ou que vous avez envie de poser une autre question sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas à utiliser les commentaires sous la vidéo, ce serait avec plaisir. Et puis on se retrouvera pour une deuxième vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue, mais vu la longueur de celle-ci, je commence de plus en plus à faire mon deuil des vidéos sous les 20 minutes. Mais en tout cas, j'aimerais rester assez... peut-être même superficielle, même si j'aime pas trop ça, mais ce serait un survol des définitions un peu de travail ancestral, de travail animiste et poétiste ancestral, et comment on peut se servir de ce jeu pour ça. Pourquoi est-ce que ça m'apparaît évident, et qu'est-ce qui fait penser que c'était fait pour aussi dans le jeu, ce qui montre bien que les deux créatrices avaient probablement ça dans l'esprit. Voilà. Et bien à la prochaine, merci pour votre écoute.